Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. New York, penthouse de l'Hôtel Plaza. Le champagne doré scintillait sous les lustres de cristal, et Elena Rivera ajustait pour la 3e fois en 5 minutes sa robe noire empruntée. Elle n'avait clairement pas sa place à ce gala de charité, où un simple canapé coûtait plus que son salaire hebdomadaire de journaliste indépendante. « Détends-toi, Elena », murmura Sofia en la tirant par le bras. « Tu es magnifique, et c'est notre chance d'obtenir une interview exclusive avec le PDG de Volkov Enterprises. » Elena leva les yeux au ciel. « Sauf, je ne sais même pas à quoi il ressemble. Tout ce que je sais, c'est qu'il est plus fermé que Fort Knox et qu'il déteste les journalistes. » Exactement. Sofia sourit. Imagine le titre, une journaliste brésilienne perce les défenses du magnat le plus mystérieux du pays. À cet instant, un homme grand, vêtu d'un costume impeccable, à la posture militaire, traversa la salle de bal. Ses cheveux noirs parfaitement alignés, sa mâchoire définie et une expression capable de glacer le feu indiquaient clairement qu'il était quelqu'un d'important. Il était visiblement irrité, parlant au téléphone en anglais avec un accent qu'Elena ne pouvait identifier. « Non, Mikhaïl, j'ai dit, je ne veux pas de photographe ici. »« Oui, je sais que c'est pour la charité, » mais Elena n'entendit pas la suite. Son attention fut captée par un groupe de mondaines qui chuchotaient avec malveillance en observant une jeune fille, visiblement mal à l'aise, renverser du champagne sur son propre sac. « Regardez ça », dit une blonde aux ongles rouges. « Qui a amené cette créature ici ? Elle ne sait même pas tenir un verre. » La jeune fille, qui ne devait pas avoir plus de 10 à 9 ans, était rouge de honte, essayant de nettoyer le désastre avec des serviettes en papier. Elena sentit son sang bouillir. Elle avait grandi en étant la marginale dans une école privée où elle étudiait grâce à une bourse, et elle connaissait bien ce regard de supériorité. « Excusez-moi », dit Elena en s'approchant du groupe. « Je pense que vous confondez charité et cruauté. » La blonde se tourna avec un sourire venimeux. « Désolé, ma chère, mais qui êtes-vous ? Quelqu'un qui n'a pas besoin d'humilier des enfants pour se sentir important. »« Des enfants ?» La femme éclata d'un rire strident. « Elle est assez grande pour savoir qu'elle n'a rien à faire ici. Et vous êtes assez grande pour avoir des manières, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. » Tout le groupe se tourna vers Elena, qui sentit toutes les conversations autour d'eux s'arrêter, y compris celle de l'homme mystérieux au téléphone. « Comment osez-vous » s'exclama une autre mondaine. « Savez-vous à qui vous parlez ? À quelqu'un qui a désespérément besoin d'un meilleur passe-temps, » répondit Elena en passant un bras protecteur autour de la jeune fille. « Viens, ma chérie. Allons trouver des gens qui méritent notre compagnie. » Mais la blonde n'avait pas fini. Typique des nouveaux riches. Je parie qu'elle n'a même pas sa propre invitation. Elena s'arrêta. C'était allé trop loin. « Vous savez quoi » dit-elle en se retournant lentement. « Vous avez raison. Je n'appartiens pas à ce monde de plastique et de futilité. Mais au moins, j'ai quelque chose que votre argent ne pourra jamais acheter. » Et qu'est-ce que c'est ? La décence. La femme blêmit. « Vous n'avez aucune idée de qui je suis. Mon mari. » « Votre mari ?» Elena fit 2 pas en avant. « Va me poursuivre en justice pour avoir mon propre avis ?» C'est alors qu'elle sentit une présence imposante derrière elle. Une voix grave avec un léger accent britannique trancha l'air comme une lame. « Y a-t-il un problème ici ?» Elena se retourna et croisa les yeux les plus pénétrants qu'elle ait jamais vus, gris-vert, comme la mer avant une tempête. L'homme du téléphone était maintenant à ses côtés, et elle pouvait sentir son parfum coûteux mêlé à quelque chose de plus masculin et dangereux. « Aucun problème, » dit la blonde, soudain nerveuse. « Nous étions simplement absolument charmants, comme toujours, » répondit-il, et il y avait assez de glace dans sa voix pour refroidir tout le penthouse. Elena le regarda, puis les femmes qui semblaient soudain vouloir disparaître, et prit une décision impulsive qui allait changer sa vie à jamais. « Vous savez quoi » dit-elle, assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. « Je n'ai pas besoin de me défendre face à des gens comme ça. J'ai mieux à faire. » Et avant de réfléchir à ce qu'elle faisait, Elena attrapa l'inconnu par les revers de sa veste et l'embrassa. Ce fut un baiser ferme, déterminé, qui dura exactement 5 secondes, assez longtemps pour que toute la salle plonge dans un silence absolu. Quand elle s'écarta, l'homme la regarda avec une expression indescriptible. « Merci pour le soutien », murmura Elena, les mains encore sur son torse. « Parfois, il faut marquer les esprits. » Et elle s'éloigna comme si elle était chez elle, laissant derrière elle une salle pleine de bouches ouvertes et un homme qui, pour la première fois depuis des années, ne savait pas exactement quoi dire. Sofia la rattrapa à l'ascenseur, essoufflée. « Elena, as-tu complètement perdu la tête ?» « Probablement, » répondit Elena en appuyant sur le bouton du rez-de-chaussée. « Mais ça va l'être. Chaque seconde. Sais-tu qui tu viens d'embrasser ?» C'était Nikolai Volkov, le PDG de Volkov Enterprises, l'homme le plus puissant d'Amérique. L'ascenseur s'arrêta, et Elena sentit son estomac se nouer. « Quoi ?» Et pire encore,
Continua Sofia en sortant son téléphone, il y a déjà 3 vidéos différentes de ton baiser sur Instagram. Tu viens de devenir virale en embrassant l'homme le plus inaccessible du pays. Elena regarda son reflet dans le miroir de l'ascenseur. Ses lèvres avaient encore le goût du danger et des possibilités infinies. Merde, murmura-t-elle. À l'étage, Nicolas Volkov était toujours debout au même endroit, ses doigts touchant inconsciemment ses lèvres. À côté de lui, son assistant, Mikhaïl, s'éclaircit la gorge nerveusement. « Monsieur, la presse appelle déjà. Que dois-je dire ?» Nicolas se redressa enfin, ajustant sa veste avec la précision militaire qui le caractérisait. « Trouve tout sur elle, dit-il, sa voix plus basse que d'habitude. Nom, adresse, passé, famille, tout. Monsieur ?» Mikhaïl hésita. Nicolas se tourna vers son assistant, et pour la première fois depuis des années, il y avait quelque chose qui pouvait être pris pour un sourire sur ses lèvres. « Annule mon agenda pour demain. J'ai une journaliste à rencontrer. Appartement d'Elena, Brooklyn, New York. » Elena se réveilla au son de son téléphone, bourdonnant comme un frelon en colère. Elle avait réussi à dormir exactement 3 heures après être restée éveillée à rejouer dans sa tête le baiser qui avait apparemment cassé Internet. Son modeste appartement d'une chambre à Brooklyn semblait encore plus petit avec le poids de sa décision impulsive pesant sur elle. 37 appels manqués, marmonna-t-elle en faisant défiler son téléphone. 18 de numéros inconnus, 12 de Sofia, et son sang se glaça, 7 de Vogue Magazine. Elle trébucha jusqu'à la cuisine, ayant désespérément besoin de café, lorsque sa sonnette retentit. À travers le Judas, elle vit un homme en costume coûteux tenant un énorme bouquet d'orchidées blanches. Elena Rivera? Sa voix était nette, professionnelle, avec un léger accent d'Europe de l'Est. « Ça dépend de qui demande, » répondit-elle sans ouvrir la porte. « Je suis Mikhaïl Ivanov, représentant M. Nikolai Volkov. Il souhaiterait organiser une rencontre. » La tasse de café d'Elena glissa de ses doigts et se brisa sur le sol. « Une rencontre? À sa convenance la plus immédiate, c'est-à-dire maintenant. » « Maintenant? Il est 7 heures du matin. M. Volkov se lève tôt. Il attend en bas dans sa voiture. Elena jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit une Tesla noire élégante garée en bas, ses vitres teintées cachant son occupant. Sa voisine, Madame Liu, était déjà sur son escalier de secours, observant ouvertement tout en arrosant ses plantes. « Dites-lui que je ne suis pas habillé pour des réunions. » Il l'avait anticipé. Il y a une sélection de tenues appropriées dans la voiture. Elena Klingnaes Dieu. Pardon, quoi? Taille 8, c'est correct? M. Volkov est très minutieux. Comment sait-il ma? Elena s'arrêta. Laissez tomber. Je ne veux pas savoir. 20 minutes plus tard. Elena se retrouva à l'arrière de la voiture la plus luxueuse qu'elle ait jamais vue, portant une robe bleu marine parfaitement ajustée qui coûtait probablement plus cher que son loyer mensuel. Nicolas était assis en face d'elle, semblant tout droit sorti d'une couverture de magazine, totalement indifférent à l'heure matinale. « Bonjour, mademoiselle Rivera, dit-il, sa voix aussi douce qu'un whisky vieilli. J'espère que vous avez bien dormi. » Comme un bébé, mentit Elena, serrant son sac. « Vous savez, le genre qui pleure toutes les heures. » Une ombre de sourire passa sur ses lèvres. « L'honnêteté. J'apprécie ça. Soupa. Alors, honnêtement, pourquoi suis-je ici? Allez-vous me poursuivre en justice? Me faire arrêter pour atteinte à la pudeur? Vous poursuivre? » Nikolai se pencha légèrement en avant, et Elena sentit à nouveau son parfum. « Mademoiselle Rivera, ce baiser était l'interaction humaine la plus authentique que j'ai eue depuis des années. » Elena le fixa. « Vous plaisantez. Je ne plaisante pas avec les affaires. Et ceci est une affaire. Tout est affaire. » Il lui tendit une tablette. « Voici les gros titres de ce matin. » Les yeux d'Elena s'écarquillèrent en parcourant les articles de presse. Une femme mystérieuse embrasse le PDG milliardaire lors d'un gala de charité, le baiser qui a cassé Internet. Qui est Elena Rivera? Les actions de Volkov Enterprise augmentent de 3% après la romance publique du PDG. Mon Dieu! Murmura Elena. J'ai fait grimper vos actions. Apparemment, le marché trouve l'idée que j'ai une vie personnelle attrayante. Mais vous n'avez pas vraiment de vie personnelle. La mâchoire de Nikolai se crispa presque imperceptiblement. Non, en effet. La voiture s'arrêta devant un immeuble de bureaux élégants à Manhattan, et Elena réalisa qu'ils étaient au siège de Volkov Enterprise. Le hall était tout en verre et en acier, avec des employés en costume parfaitement repassés se déplaçant avec une précision militaire. M. Volkov, Mikhaïl apparut au coude de Nikolai alors qu'il sortait de l'ascenseur au 47e étage. Votre rendez-vous de 8 heures est là. Et Madame Martinez des Relations publiques doit vous parler d'urgence de la situation. Annulez le rendez-vous de 8 heures et dites à Isabella que je m'occuperai moi-même de la situation avec les relations publiques. Mikhaïl jeta un regard nerveux à Elena. Monsieur, peut-être devrions-nous discuter. Mikhaïl. La voix de Nikolai descendit à une température capable de geler du champagne. J'ai dit que je m'en occupais.
Elena observa cet échange avec une inquiétude croissante. Elle avait vu assez de dynamique de travail pour reconnaître quand quelqu'un marchait sur des œufs autour de son patron. Le bureau de Nikolai était un monument au succès et à l'isolement. Des fenêtres du sol au plafond offraient une vue imprenable sur Central Park, mais l'espace semblait froid, clinique, pas de photos personnelles, pas de couleurs chaudes, rien qui suggère qu'un être humain travaillait réellement ici. Bel endroit, dit Elena en posant son sac sur le bureau en verre. Très stérile. Je préfère efficace. C'est pareil, en réalité. Elle se tourna pour lui faire face. Écoutez, M. Volko. Nikolai. Nicolas, je pense qu'il y a un malentendu. Je ne cherche rien de votre part. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de célébrité. Et je ne veux certainement pas être votre petit ami. Bien, dit-il en se dirigeant vers une machine à café sophistiquée pour se servir, parce que je n'offre aucune de ces choses. Elena se sentit étrangement blessée par sa franchise. Alors, que voulez-vous? Je veux que vous soyez ma petite amie. Je viens de dire que je ne voulais pas attendre, quoi? Nikolai se tourna vers elle, son expression indéchiffrable. Pas réellement. Publiquement. J'ai besoin que vous fassiez semblant d'être ma petite amie pendant les 3 prochains mois. Elena s'assit, lourdement sur la chaise en face de son bureau. Êtes-vous faux? Complètement sain d'esprit et tout à fait sérieux. Il s'assit en face d'elle, posant un contrat sur le bureau entre eux. Mon conseil d'administration me presse de me poser. Il pense que cela serait bon pour l'image de l'entreprise, me rendrait plus accessible. Et au lieu de sortir vraiment avec quelqu'un, vous voulez engager une fausse petite amie? Je n'ai pas le temps pour de vraies relations. Elles sont désordonnées, compliquées et finalement décevantes. Waouh, dit Elena en feuilletant le contrat. Vous savez vraiment comment charmer une fille. Je n'essaie pas de vous charmer. Je vous propose un arrangement mutuellement bénéfique. Elena lut la clause de rémunération et manqua de s'étouffer. C'est plus d'argent que ce que je gagne en 2 ans. 3 mois, Manalaise rivera. Quelques apparitions publiques, quelques publications soigneusement orchestrées sur les réseaux sociaux, et vous aurez assez d'argent pour poursuivre vos rêves journalistiques sans vous soucier du loyer. Et vous, qu'obtenez-vous de cela? Une petite amie qui n'essaiera pas de me changer, qui n'exigera pas d'intimité émotionnelle, et qui ne sera pas dévastée quand ce sera fini. Elena le fixa à travers le bureau. Il y avait quelque chose de presque vulnérable dans sa manière de le dire, malgré son ton pragmatique. Vous ne croyez vraiment pas en l'amour, n'est-ce pas? Je crois au résultat. L'amour n'est qu'une chimie cérébrale conçue pour assurer la survie de l'espèce. C'est la chose la plus déprimante que j'ai jamais entendue. C'est réaliste. Elena se leva, marchant vers la fenêtre. Le soleil matinal frappait le parc, et elle pouvait voir des couples joguer ensemble, des familles nourrir les canards, des gens vivre de vraie vie. Et si je dis non? Alors vous partez, et nous faisons tous les deux comme si hier soir n'avait jamais eu lieu. Et si je dis oui? Alors vous devenez la femme la plus chanceuse de New York. Du moins, c'est ce que tout le monde pensera. Elena se retourna vers lui. Il y a quelque chose que vous ne me dites pas. Le masque de Nicolas glissa un instant, et elle vit quelque chose de brut et soigneusement caché dans ses yeux. Il y a beaucoup de choses que je ne vous dis pas. Comme le fait que mon père est mourant, et qu'il a clairement indiqué que la seule façon dont j'hériterai du contrôle de l'entreprise est de prouver que je peux maintenir une relation stable. L'expression d'Elena s'adoucit. Je suis désolé pour votre père. Ne le soyez pas. Il a utilisé la manipulation émotionnelle pour me contrôler toute ma vie. C'est juste son dernier coup. Et vous allez le laisser gagner? Je vais le battre à son propre jeu. Nicolas se leva, ajustant sa cravate. Alors, Mademoiselle Rivera, avons-nous un accord? Elena regarda le contrat, puis Nicolas, puis de nouveau le contrat. 3 mois, assez d'argent pour changer sa vie, et quelque chose dans ses yeux gris verts qui lui faisait penser que juste peut, être, elle pourrait l'aider à se souvenir de ce que c'était d'être humain. J'ai des conditions, dit-elle enfin. Je vous écoute. Premièrement, je conserve mon intégrité journalistique. Je n'écrirai pas d'articles flatteurs sur vous ou votre entreprise. D'accord? Deuxièmement, personne ne doit savoir que c'est faux. Pas même nos familles. Surtout pas nos familles. Troisièmement, Elena prit une profonde inspiration. Si à un moment donné cela commence à sembler trop réel, nous partons. Sans poser de questions. Nicolas tendit la main. Marché conclu. Quand leurs mains se touchèrent, Elena ressentit la même étincelle électrique que la veille. À la dilatation légère des pupilles de Nicolas, elle sut qu'il l'avait ressenti aussi. Une dernière chose, dit-elle, sans lâcher sa main. Que se passe-t-il si nous commençons vraiment à nous apprécier? Le sourire de Nicolas était tranchant comme une lame. Alors nous aurons des problèmes bien plus grands que votre contrat de fausse petite amie. Une semaine plus tard, restaurant Le Bernardin, Manhattan. Elena fixait son reflet dans le miroir des toilettes pour dames de l'un des restaurants les plus exclusifs de New York, se demandant comment sa vie était devenue si surréaliste en seulement 7 jours. La robe vert émeraude choisie par la styliste de Nicolas lui allait parfaitement, mais elle avait l'impression de jouer à se déguiser dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu peux le faire, se murmura-t-elle.
Ce n'est qu'un dîner avec des caméras et l'homme le plus intimidant que tu aies jamais rencontré. Qui te paie pour faire semblant de l'aimer? Son téléphone vibra avec un message de Sophia. Phil, tu es encore en tendance sur Twitter. Power Couple est le hashtag numéro 1. Qu'as-tu fait à cet homme? Qu'avait-elle fait, en effet? Au cours de la semaine passée, Nicolas avait été étonnamment présent, des fleurs fraîches livrées à son appartement chaque matin, des messages attentionnés, demandant comment s'était passée sa journée, et hier, il avait réussi à faire en sorte que son café préféré reste ouvert tard lorsqu'elle travaillait sur une deadline. Tout ça, c'est pour le spectacle, se rappela-t-elle. Il construit une narrative. Mais alors pourquoi son estomac papillonnait-il chaque fois que son nom apparaissait sur son téléphone? Elena retourna à leur table d'angle, où Nicolas y vérifiait son téléphone avec cette intensité concentrée familière. Il leva les yeux lorsqu'elle approcha, et quelque chose dans son expression changea, plus doux, plus chaleureux, comme s'il était réellement heureux de la voir. « Tout va bien ?» demanda-t-il en se levant pour tirer sa chaise. « Je me donnais juste un discours d'encouragement. » Nerveuse à cause des photographes, Elena jeta un coup d'œil vers les fenêtres du restaurant, où elle pouvait voir des flashs d'appareils photo malgré les vitres teintées, entre autres choses. Nicolas suivit son regard, sa mâchoire se crispant légèrement. « On peut partir si tu es mal à l'aise. »« Non, ça va. C'est ce pourquoi nous avons signé, non ? » ?»« Exact. » Mais il ne semblait pas entièrement convaincu non plus. Leur serveur apparut avec une discrétion exercée, et Nicolas commanda du vin sans la consulter, un Bourgogne 2015 qui coûtait probablement plus cher que son ordinateur portable. « Tu sais, » dit Elena en dépliant sa serviette, « la plupart des faux petits amis feraient au moins semblant de demander les préférences de leurs fausses petites amies. La plupart des fausses petites amies n'appelleraient pas leurs faux petits amis en public. » Touché. Elena sourit malgré elle. « Bien que techniquement, nous ne soyons pas en public. C'est un public très exclusif, très privé. Le genre le plus dangereux. » Comme invoqué par ces mots, une silhouette blonde familière glissa près de leur table, Valentina Ashford-Lynn, la mondaine du gala de charité, maintenant habillée de la tête aux pieds en créateur et arborant un sourire qui pourrait couper du verre. Nicolas, chéri, roucoulaté, elle, faisant un baiser dans l'air près de ses joues. « Et Elena, n'est-ce pas? Quelle surprise de vous voir ici, Valentina !» La voix de Nicolas aurait pu geler le vin, ravissant. « Je devais absolument m'arrêter. Tout le monde parle de vous deux. Une histoire si romantique, un coup de foudre lors d'un gala de charité. Bien que je dois dire, le baiser était plutôt agressif. » Elena sentit ses joues s'enflammer, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la main de Nicolas couvrit la sienne sur la table. « Je préfère passionné, » dit-il, son pouce traçant des cercles sur ses phalanges. Elena ne fait rien à moitié. Ce contact désinvolte envoya une décharge électrique dans le bras d'Elena, et elle dut se rappeler que tout cela n'était qu'une performance. Comme c'est rafraîchissant, le sourire de Valentina devint plus acéré. « Eh bien, je ne vais pas retenir les tourtereaux. Quoique, Nicolas, chéri, ton père m'a appelé hier. Il est tellement ravi de ton évolution. » La main de Nicolas se radit sur celle d'Elena. « Mon père discute de ma vie personnelle avec toi? Oh, tu sais à quel point il s'est inquiété pour toi, tout dans le travail, rien dans le plaisir. Il est juste ravi que tu aies enfin trouvé quelqu'un capable de te gérer. » Elena serra la main de Nicolas, sentant la tension qui émanait de lui. « En fait, je trouve Nicolas très facile à gérer. Tout est dans le fait de savoir sur quels boutons appuyer. » Elle regarda directement Nicolas en disant cela et fut récompensée par quelque chose qui semblait être un véritable amusement dans ses yeux. « En effet, » dit Valentina, manquant clairement le sous-entendu. « Eh bien, profitez de votre dîner. Je suis sûr que nous verrons beaucoup plus de vous, Elena. » Alors qu'elle s'éloignait avec grâce, les épaules de Nicolas se détendirent légèrement. « Une amie à toi ?» demanda Elena. « Amie de la famille. Le genre qu'on hérite et dont on ne peut jamais se débarrasser. Ah, comme une maladie génétique, mais avec de meilleurs bijoux. » Nicolas rit, un rire authentique, véritable, qui transforma tout son visage. Plusieurs têtes se tournèrent aux tables voisines, comme s'ils n'avaient jamais entendu ce son auparavant. « Ai-je dit quelque chose de drôle ?» demanda Elena. « Tu as une manière très unique de voir le monde. C'est une façon de PDG de dire bizarre? C'est une façon de Nicolas de dire rafraîchissant. » Leurs entrées arrivèrent, et Elena observa la manière précise dont Nicolas y mangeait, chaque mouvement contrôlé, efficace, comme s'il avait été entraîné à transformer même un repas en réunion d'affaires. « Puis-je te poser une question ?» dit-elle. « Vas-y. Quand as-tu fait quelque chose pour la dernière fois juste parce que tu en avais envie? Pas parce que c'était bon pour les affaires ou attendu de toi, mais juste parce que ça te rendait heureux ?» Nicolas s'arrêta. Sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. « C'est une question très personnelle pour une fausse relation. Peut être, mais je suis curieuse. Tu me payes pour faire semblant de m'intéresser à toi. Le moins que tu puisses faire, c'est me donner quelque chose de réel avec quoi travailler. » Il posa sa fourchette, réfléchissant. « J'ai acheté une moto l'année dernière,
une Ducati Panigale. Elle n'a aucun but pratique, coûte une fortune à entretenir, et ma compagnie d'assurance pense que je suis fou. Tu la conduis? Tous les dimanches matins à 6 heures. Je prends l'autoroute jusqu'à Bermontan, et pendant environ 3 heures, je ne suis ni PDG, ni héritier, ni la tante de qui que ce soit. Yesuishus temoy. Elena sentit quelque chose se déplacer dans sa poitrine. Ce n'est pas ce que je m'attendais à ce que tu dises. Qu'attendais-tu? Quelque chose sur l'achat d'un vin rare ou la commande d'une œuvre d'art. Destrux de riche. Déçu? Intrigué. Elena se pencha nawant. Emmène-moi avec toi un jour. Les yeux de Nicolas s'élargirent légèrement. Sur la moto? Pourquoi pas? À moins que tu penses que ta fausse petite amie ne peut pas gérer. Il ne s'agit pas de gérer. Il s'arrêta, et elle pouvait voir qu'il luttait avec quelque chose. C'est mon évasion. Mon seul espace qui n'appartient qu'à moi. Et tu ne partages pas tes évasions. Je ne partage rien. L'honnêteté dans sa voix prit Elena au dépourvu. Ça semble solitaire. La solitude est sécurisante. La sécurité est surestimée. Ils se regardèrent à travers la table, et Elena eut l'impression qu'ils avaient une conversation entièrement différente de celle qu'ils tenaient à voix haute. Mademoiselle Rivera, dit Nicolas finalement, vous allez me causer des ennuis, n'est-ce pas? Volkov, répondit Elena en levant son verre de vin, je vais être les meilleurs ennuis que vous ayez jamais eus. En trinquant, elle remarqua que la main de Nicolas tremblait presque imperceptiblement. Pendant un instant, le masque glissa complètement, et elle vit quelque chose de brut et de vulnérable dans ses yeux, comme un homme qui avait oublié ce que cela faisait de vouloir quelque chose qu'il ne pouvait pas simplement acheter. Elena, dit-il doucement, et si ça devient compliqué? Alors nous trouverons une solution au fur et à mesure. Je n'aime pas l'incertitude. Je sais, mais peut-être que c'est exactement ce dont tu as besoin. Dehors, les flashs des appareils photo continuaient, capturant ce que le monde verrait comme un dîner romantique parfait entre le nouveau couple puissant de New York. Mais à l'intérieur du restaurant, quelque chose de beaucoup plus dangereux se passait. Deux personnes censées faire semblant de tomber amoureuses découvraient que la personne la plus difficile à tromper était elle-même. 2 semaines plus tard, domaine Volkov, les Hamptons. Elena avait déjà vu la richesse, mais rien ne l'avait préparée au domaine familial des Volkov. La vaste demeure s'étendait sur 50 acres de pelouse parfaitement entretenue qui descendait jusqu'à une plage privée, où un yacht capable d'accueillir un petit village flottait doucement à l'ancre. Alors que leur voiture remontait l'allée circulaire, elle compta au moins 3 maisons d'hôtes, un cours de tennis et ce qui semblait être une écurie. Te sens-tu intimidé? Demanda Nicolas, remarquant son regard écarquillé à travers la fenêtre. Devrais-je l'être? Probablement. Mon père a conçu cet endroit spécifiquement pour faire sentir les gens petits. La voiture s'arrêta devant des marches en marbre menant à des portes assez hautes pour des géants. Un majordome en tenue formelle apparut immédiatement, suivi d'une femme d'une 50aine d'années portant des perles et une expression qui aurait pu être taillée dans la glace. Nicolas, chéri, dit la femme, offrant sa joue pour un baiser. Et ce doit être la fameuse Elena. Mère. La voix de Nicolas portait la même chaleur qu'on pourrait utiliser pour discuter des audits fiscaux. Elena, voici ma mère. Anastasia Volkov. La poignée de main d'Anastasia était ferme, calculée. Mademoiselle Rivera. Vous avez certainement causé tout un émoi. Madame Volkov, votre maison est à couper le souffle. Merci. Nicolas m'a dit que vous êtes journaliste. Comme ses contemporains. Elena sentit la pique subtile mais sourit doucement. Je préfère penser que c'est démodé. Quelqu'un doit poser les questions inconfortables. Nicolas toussa, mais Elena capta ce qui aurait pu être de l'approbation dans ses yeux. En effet, dit Anastasia. Eh bien, Benes. Ton père t'attend dans le bureau, Nicolas. Il est particulièrement impatient de rencontrer ta petite amie. Alors qu'il traversait des couloirs bordés de peinture à l'huile d'ancêtre au visage sévère, Nicolas se pencha près de l'oreille d'Elena. Juste un avertissement, mon père va essayer de te disséquer comme un spécimen de laboratoire, et ta mère l'a déjà fait. Le bureau était un monument à l'autorité masculine, bois sombre, livres reliés de cuir, et l'odeur écrasante de whisky vieilli et d'argent ancien. Derrière un énorme bureau en acajou se tenait un homme qui était clairement Nicolas 30 ans plus tard, si Nicolas vieillissait avec la dureté du granit plutôt que celle du vin. Père, dit Nicolas, sa posture devenant encore plus rigide, voici Elena Rivera. Sergei Volkov se leva lentement, ses mouvements prudents mais imposants. Malgré sa maladie, il dégageait une puissance semblable à la chaleur d'une forge. Sa poignée de main était étonnamment forte, ses yeux gris, si semblables à ceux de Nicolas, perçants et évaluateurs. Mademoiselle Rivera. Donc vous êtes la femme qui a enfin capturé l'attention de mon fils. Je ne suis pas sûr que capturer soit le bon mot. Volkov. C'était plutôt une collision mutuelle. Le rire de Sergueï était sec comme des feuilles d'automne. Honnête, Jaraimecha. Asseyez-vous, tous les deux. Nous avons beaucoup à discuter.
Elena s'installa sur le bord d'une chaise en cuir qui coûtait probablement plus cher que sa voiture, tandis que Nikolai restait debout derrière elle, un geste protecteur qui n'échappa pas à son père. « Parlez-moi de vous, mademoiselle Rivera. Nikolai a été étonnamment discret sur votre passé. Il n'y a pas beaucoup de mystère. Monsieur, je suis une journaliste indépendante de Brooklyn. J'écris sur les questions sociales, parfois j'embarrasse des gens puissants en leur posant des questions directes, et une fois, j'ai été arrêté pour avoir manifesté devant une usine qui déversait des produits chimiques dans l'Hudson. Arrêté ? La voix d'Anastasia portait une note d'horreur depuis l'endroit où elle s'était positionnée près de la fenêtre. Les charges ont été abandonnées, dit Elena joyeusement. Il s'est avéré que l'usine enfreignait effectivement la loi fédérale. C'est drôle comme ça marche. Sergei s'adossa à sa chaise, l'étudiant avec un nouvel intérêt. Et que pensez-vous des pratiques commerciales de mon fils ? Elena sentit Nikolai se tendre derrière elle. C'était clairement un test, mais elle n'était pas sûre de quoi. Je pense que Nikolai est brillant dans ce qu'il fait, mais je pense aussi qu'il utilise son travail pour éviter de gérer les aspects plus compliqués de la vie. Le silence dans la pièce était assourdissant. Les perles d'Anastasia semblaient presque cliqueter d'indignation, tandis que les sourcils de Sergei montaient jusqu'à sa ligne de cheveux. « Nicolas, dit Sergei lentement, laisse-nous seuls un instant. Père, va vérifier les rapports trimestriels que Mikhail a apportés. Je veux parler à Madeleine Rivera en privé. » Nicolas hésita, sa main touchant brièvement l'épaule d'Elena, un geste de soutien qui semblait bien trop réel pour leur fausse relation. « Ça va, dit Elena en levant les yeux vers lui. Je peux gérer ton père. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Nicolas, inquiétude, admiration, avant qu'il ne hoche la tête brusquement et ne quitte la pièce. « Eh bien, dit Sergei une fois la porte fermée, vous ne manquez certainement pas de courage. Est-ce de cela qu'il s'agit ? Du courage ? Impartier. » Sergei se versa un verre de whisky d'une carafe en cristal. « Dites-moi, mademoiselle Rivera, que voyez-vous quand vous regardez mon fils ? » Elena réfléchit soigneusement à la question. « Je vois quelqu'un qui a oublié comment faire confiance à qui que ce soit, y compris à lui-même. Je vois quelqu'un qui a construit des murs si hauts qu'il ne se souvient plus de la vue qu'il avait avant de les bâtir. Et vous pensez pouvoir le changer ? Je pense qu'il peut se changer lui-même s'il décide qu'il le veut. » Sergei hocha lentement la tête. « Mon fils a été fiancé 2 fois. Le saviez-vous ? L'estomac d'Elena Senoa. Non, il ne l'a pas mentionné. La première fois, il avait 25 ans. Abigail Thornton, une vieille famille de New York, parfaite sur le papier. Elle a rompu après 6 mois. Elle a dit que sortir avec lui, c'était comme être amoureuse d'une belle statue. Et la seconde, Irina Petrova, la fille d'un magnat du pétrole russe, Nicolas a fait sa demande après 1 an de ce qu'on m'a dit être une cour très pratique. Elle a dit oui, puis a disparu 3 semaines plus tard avec son meilleur ami d'université. Elena sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine, être de la jalousie, ce qui était ridicule vu leur arrangement. « Pourquoi me dites-vous cela ? Parce que je suis mourant, mademoiselle Rivera. Cancer du pancréas, stade 4, 6 mois, être moins. » La voix de Sergei était factuelle, mais Elena perçut le léger tremblement de ses mains lorsqu'il leva son verre. « Et mon fils va hériter de l'une des plus grandes entreprises privées d'Amérique. Mais plus que cela, il va être seul, complètement, totalement seul. M. Volkovie. Je sais ce que vous êtes pour lui. » Continua Sergei. « Ou plutôt, ce qu'il pense que vous êtes. Un arrangement commercial, une solution à la pression du conseil d'administration. Listen Jelena Siglas. Vous savez pour le contrat, je connais mon fils. Je sais comment son esprit fonctionne. Problème émotionnel, trouver une solution logique. Le cœur s'implique ? Contenez-le avec des documents juridiques et des incitations financières. Alors pourquoi me dites-vous cela ? » Sergei se pencha en avant, ses yeux gris intenses. « Parce qu'en 42 ans que je connais Nicolas, je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il vous a regardé, quand il pensait que vous étiez en danger tout à l'heure. Et plus important encore, je ne l'ai jamais vu permettre à quiconque de me parler comme vous venez de le faire sans mettre fin immédiatement à la relation. Être qu'il est juste poli. Nicolas n'est jamais poli au détriment du contrôle. Jamais. Sergei termina son whisky. Quoi que vous fassiez à lui, mademoiselle Rivera, continuez. Parce que pour la première fois depuis qu'il a 12 ans, mon fils agit comme un être humain plutôt qu'une machine. » Avant qu'Elena ne puisse répondre, la porte s'ouvrit, et Nicolas revint, Mikhail à ses côtés, portant un dossier épais. « Père, la réunion du conseil a été avancée à mercredi, » dit Nicolas, mais ses yeux étaient sur Elena. « Tout va bien ? » « Parfaitement bien, » dit Sergei. « Mademoiselle Rivera et moi faisions juste connaissance. Je l'aime, Nikolai. Elle a du cran. » « Oui, » dit Nikolai doucement, « c'est vrai. » Le reste de la visite passa dans un flou de conversation familiale soigneusement orchestrée, mais Elena ne pouvait se débarrasser de ce que Sergei lui avait dit. Alors qu'il rentrait en ville, Nicolas était inhabituellement silencieux. « Ton père est mourant » dit Elena finalement.
Les mains de Nicolas se crispèrent sur le volant. Il te l'a dit. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Parce que ce n'était pas pertinent pour notre arrangement. Pas pertinent? Elena se tourna sur son siège pour lui faire face. Nicolas, ton père est mourant, et il utilise ton héritage pour te manipuler dans une relation. Comment cela pourrait-il ne pas être pertinent? Parce que je vais le battre à son propre jeu de toute façon. En faisant semblant de m'aimer? En prouvant que tu peux maintenir une relation stable assez longtemps pour satisfaire les exigences du conseil? Elena fixa son profil, notant la raideur de sa mâchoire, les jointures blanches serrant le volant. Et si tu n'avais pas à faire semblant? Et si tu pouvais vraiment avoir une vraie relation? Et si quelqu'un pouvait vraiment se soucier de toi sans vouloir te changer ou t'utiliser? Nikolai resta silencieux si longtemps qu'Elena pensa qu'il ne répondrait pas. Quand il parla enfin, sa voix était à peine plus qu'un murmure. Alors je trouverais probablement un moyen de tout gâcher. Ils firent le reste du trajet en silence. Mais quand ils arrivèrent à l'immeuble d'Elena, Nikolai ne partit pas immédiatement. « Elena, dit-il alors qu'elle ouvrait la portière. Oui? Demain, c'est dimanche. Je le sais. Je pars pour Bermontin à 6 heures du matin. Le cœur d'Elena fit un bond. Est-ce que tu m'invites? Je te demande si tu veux toujours venir. Pourquoi? Nikolai la regarda enfin, et la vulnérabilité dans ses yeux la déstabilisa presque. Parce que être qu'il est temps que j'apprenne à partager mon évasion avec quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, Elena se tenait devant son immeuble à 5,50, portant un jean et une veste en cuir empruntés à Sofia, se demandant si elle avait perdu la tête. Le bruit d'un moteur de moto grondant dans sa rue répondit définitivement à cette question. Nicolas s'arrêta sur une machine qui semblait avoir été conçue par des anges et construite par des démons. Il portait du cuir noir et un casque, et Elena dut se rappeler de respirer. « Tu es venu ?» dit-il en retirant son casque. « J'ai dit que je viendrais. Je n'étais pas sûr que tu le pensais. Je ne dis pas des choses que je ne pense pas. » Il lui tendit un casque et l'aida à monter sur la moto derrière lui. « Accroche-toi fort, dit-il. Et ne lâche pas. » Alors qu'il quittait Brooklyn en rugissant pour rejoindre l'autoroute, Elena enroula ses bras autour de la taille de Nikolai et pressa son visage contre son dos. Elle pouvait sentir son cœur battre à travers le cuir, régulier et fort. La ville défila autour d'eux alors qu'ils grimpaient vers les montagnes, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle sentit Nikolai vraiment se détendre. À Bermonten, ils s'assirent sur un affleurement rocheux surplombant la vallée de l'Hudson, partageant du café d'un thermos et regardant le soleil monter plus haut dans le ciel. « C'est magnifique, dit Elena. C'est le seul endroit où je peux réfléchir clairement. À quoi y penses-tu ici? » Nikolai resta silencieux un long moment. « Dernièrement, à toi. » Elena se tourna pour le regarder. « Nicolas, je sais que ça n'était pas censé arriver. Tu n'étais pas censé compter. Mais je compte. Oui, et ça me terrifie plus que tout ce que ton père ou le conseil pourrait jamais faire. » Elena tendit la main vers la sienne, et cette fois, quand leurs doigts s'entrelacèrent, cela n'avait rien à voir avec les caméras, les contrats ou la perception publique. « Et si on arrêtait de faire semblant? » dit-elle doucement. « Et si on n'avait plus à simuler ça? » Nikolai regarda leurs mains jointes, puis son visage. « Et si je te disais que je tombe amoureux de toi depuis le moment où tu es sorti de cet ascenseur après m'avoir embrassé? Je dirais que tu as 3 semaines de retard sur moi. » Quand il l'embrassa cette fois, il n'y avait ni caméra, ni public, ni objectifs commerciaux, il n'y avait que Nicolas et Elena et la possibilité que parfois, les collisions les plus inattendues créent les destinations les plus belles. Mais aucun d'eux ne remarqua l'objectif à longue portée caché dans les arbres en contrebas, capturant chaque moment intime pour les gros titres de demain. Lundi matin, siège de Volkov Enterprise. Elena se réveilla lundi matin avec le goût de l'air des montagnes encore sur ses lèvres et le souvenir des mains de Nikolai dans ses cheveux. Pendant exactement 37 secondes, elle se permit de flotter dans la bulle béate de leur percée à Bermonten. Puis son téléphone commença à sonner. « Ellie, où es-tu » La voix de Sofia était tendue par la panique. « Chez moi. Pourquoi? Quelle heure est-il? Il est 7 heures du matin, et tu dois aller à un kiosque à journaux maintenant. » Un froid s'installa dans l'estomac d'Elena. « Sof, qu'est-ce qui ne va pas? Va juste à un kiosque et appelle être Nikolai d'abord. » Elena enfila des vêtements et se précipita au bodega du coin, le cœur battant. Patel, le propriétaire, lui lança un regard compatissant en approchant du présentoir à magazine. « Je suis désolé, mademoiselle Elena, dit-il doucement. Le titre la frappa comme un coup physique. Un amour faux pour de l'argent réel, le scandale du contrat Volkov. En dessous, une photo d'elle et de Nicolas à Bermonten, intime, sans garde, son front pressé contre le sien alors qu'elle riait de quelque chose qu'il avait dit, mais l'image qui glaça son sang était la petite photo dans le coin. Un cliché flou de ce qui semblait être des documents juridiques, les mains tremblantes, elle acheta 3 tabloïds différents. Chacun racontait la même histoire avec des détails plus ou moins salaces. Quelqu'un avait divulgué leur contrat. Quelqu'un avait la preuve que toute leur relation était un arrangement commercial.
Son téléphone vibra avec un message de Nicolas, « Mon bureau maintenant ». Le trajet jusqu'à Manhattan ressemblait à traverser un gant. Des camionnettes de presse bordaient la rue devant Volkov Enterprise, et Elena pouvait voir des reporters avec des caméras attendant comme des vautours. Elle utilisa l'entrée du parking souterrain, mais même là, un photographe réussit à prendre un cliché d'elle sortant de l'ascenseur, pâle et secouée. Le bureau de Nikolai ressemblait à une salle de guerre. Mikhail faisait les 100 pas, aboyant des ordres dans son téléphone en russe rapide. Isabella Martinez, la responsable des relations publiques, tapait furieusement sur son ordinateur portable tout en menant ce qui semblait être une conversation très animée avec quelqu'un du New York Times. Nicolas se tenait près de ses fenêtres panoramiques, regardant le cirque en bas. Il était impeccablement vêtu, comme toujours, mais Elena pouvait voir la tension dans la ligne rigide de ses épaules. « C'est grave à quel point ?» demanda-t-elle. « Grave ?» Isabella répondit sans lever les yeux. L'histoire a éclaté à 5 heures du matin dans 6 grands médias simultanément, quelqu'un n'a pas juste divulgué ça. Ils ont orchestré une attaque coordonnée, qui aurait accès au contrat? Demanda Elena. Très peu de gens, dit Mikhail, terminant son appel. Les avocats qui l'ont rédigé, Nicolas, moi-même, et sa voix devint dangereusement basse, celui qui aurait pu avoir accès au dossier privé de votre père. Le silence dans la pièce était assourdissant. Nikolai se tourna lentement de la fenêtre, et Elena ne l'avait jamais vu aussi froidement furieux. Mon père a divulgué ça. Nous n'en sommes pas certains, dit Mikhail prudemment. Vraiment? Le rire de Nikolai était tranchant comme du verre brisé. Ça porte ses imprints partout. Le timing, la coordination, les documents spécifiques choisis, il veut que j'échoue. Elena avait l'impression de regarder un homme se faire arracher le cœur en temps réel. Nicolas, le conseil se réunit en session d'urgence cet après-midi, interrompit Isabella. Ils remettent en question votre aptitude à diriger l'entreprise si vous ne pouvez même pas maintenir une relation personnelle authentique. Parfait, dit Nicolas amèrement. Exactement ce qu'il voulait. Le téléphone d'Elena commença à vibrer sans arrêt, message après message, appel après appel. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit des messages de tous les grands médias, plusieurs talk-shows, et au moins 3 éditeurs de livres. Mesdemoiselles Rivera, dit Isabella, je dois vous demander, avez-vous l'intention de parler aux médias à ce sujet? Non, bien sûr que non. Parce que je dois vous avertir, il y a déjà des rumeurs selon lesquelles vous cherchez à donner une interview révélatrice. Votre téléphone a été localisé dans plusieurs bâtiments de grands réseaux au cours de la dernière heure. Elena la fixa. Mon téléphone a été quoi, maintenant? Suivi GPS. Pratique standard quand quelqu'un devient une personne d'intérêt. Je n'ai pas quitté mon appartement sauf pour venir ici. Nicolas la regarda enfin, et la suspicion dans ses yeux fut comme un couteau dans la poitrine. Vraiment? Es-tu sérieux en ce moment? La voix d'Elena monta. Tu penses que j'ai divulgué notre contrat? Quelqu'un l'a fait. Quelqu'un avec accès à des informations confidentielles et beaucoup à gagner en détruisant ma réputation. Qu'est-ce que je gagnerais exactement? La célébrité, l'argent, un contrat de livre? Tes 15 minutes prolongées à 1 heure complète? Elena eut l'impression qu'il l'avait giflé. Après tout ce que nous avons partagé hier, tu penses vraiment que je suis capable de ça? Je ne sais pas de quoi tu es capable. C'est le problème. La douleur dans sa voix était presque pire que l'accusation. Elena réalisa que malgré tout son discours sur les problèmes de confiance, Nicolas avait réellement commencé à lui faire confiance. Et maintenant, il se sentait à nouveau trahi. Le suivi GPS, dit Mikhail doucement, consultant sa tablette, montre que le téléphone de Mademoiselle Rivera a émis des signaux près du bureau du procureur de Manhattan ce matin. Tout le monde se tourna pour fixer Elena. C'est impossible. J'étais chez moi jusqu'à ce que je vienne ici. À moins que, dit Isabella lentement, quelqu'un n'ait cloné votre téléphone. La pièce redevint silencieuse. L'expression de Nikolai passa de la suspicion à quelque chose de beaucoup plus dangereux. Mikhail, dit-il doucement, trouve-moi tout ce que tu peux sur qui a eu accès aux données du téléphone d'Elena. Je veux savoir qui l'a suivi, qui a écouté ses appels, qui a lu ses messages. Monsieur, ce niveau de surveillance nécessiterait des ressources considérables, fais-le. Alors qu'Isabella rassemblait ses affaires, elle dit, je dois préparer la réunion du conseil. Nicolas, quoi que vous décidiez de faire à propos de cette situation, vous devez décider vite. L'histoire se propage de manière exponentielle. Après le départ d'Isabella, Elena et Nikolai restèrent seuls dans son bureau, le poids des révélations du matin s'installant entre eux comme un mur. Je suis désolé, dit Nikolai finalement. J'aurais dû savoir que tu ne. Mais tu ne savais pas. Interrompit Elena. C'est le problème, n'est-ce pas? Après tout ce temps, tout ce que nous avons partagé, ton premier instinct était toujours de supposer que je t'avais trahi. Elena, yeah. Non, je comprends. Vraiment. Tu as été blessé avant, et faire confiance aux gens est pratiquement impossible pour toi, mais je pensais qu'on avait dépassé ça. Nicolas passa ses mains dans ses cheveux, détruisant son style parfait.
Je ne sais pas comment faire ça. Je ne sais pas comment être dans une relation où je n'attends pas constamment que l'autre chaussure tombe. C'est exactement pourquoi ton père a divulgué ça, n'est-ce pas? Dit Elena, les pièces s'assemblant. Il savait qu'au moment où nous serions exposés, tu te retirais derrière tes murs à nouveau. Il savait que tu me repousserais plutôt que de te battre pour nous. Tu penses que c'est à propos de nous, Elena? Il s'agit de tout mon avenir. Le conseil pourrait me retirer mon poste de PDG à cause de ça. Et serait-ce si terrible? Nicolas la fixa comme si elle avait suggéré qu'il s'immole par le feu. Es-tu folle? Cette entreprise, c'est tout ce pourquoi j'ai travaillé toute ma vie. Non, c'est tout ce qu'on t'a dit que tu devais vouloir toute ta vie. Il y a une différence. Je n'arrive pas à croire qu'on ait cette conversation maintenant. Quand d'autres allons-nous la voir? Quand tu seras occupé à être le PDG parfait qui ne prend jamais de risques ou ne laisse personne s'approcher assez pour compter? Ce n'est pas juste. C'est complètement juste. Tu es déjà en train de t'éloigner de moi, et nous n'avons même pas été exposés depuis 12 heures. Avant que Nicolas ne puisse répondre, Mikhail fit irruption dans le bureau, le visage pâle. Monsieur, nous avons un problème bien plus grave. Plus grave qu'un scandale d'entreprise et une révolte du conseil? Oui. Mikhail tourna sa tablette pour leur montrer un flux d'actualité en direct. Quelqu'un vient de publier les images de sécurité du gala de charité. Toutes. Sur l'écran, Elena se vit embrasser Nikolai pour ce qui semblait être la 1000e fois. Mais ces images étaient différentes. Elles montraient toute la séquence des événements, y compris la confrontation avec les mondaines, l'approche de Nikolai, et, le plus dommageable de tout, le moment juste après le baiser où l'expression de Nikolai montrait clairement qu'il était aussi surpris que tout le monde. La narrative change, continua Mikhail. Au lieu de milliardaire engage une fausse petite amie, ça devient femme innocente, manipule un milliardaire en deuil. Il vous peigne comme une croqueuse de diamants qui a tout orchestré, Mademoiselle Rivera. Elena s'enfonça dans une chaise, l'ampleur de l'attaque devenant claire. Ce n'est pas juste pour détruire la réputation de Nicolas. Quelqu'un veut aussi détruire la mienne. Mais qui bénéficierait de cela? Demanda Nikolai. Quelqu'un qui veut s'assurer que nous perdions tous les deux, dit Elena doucement. Quelqu'un qui bénéficie de garder Nicolas isolé et seul. Le téléphone de Mikhail sonna, et il répondit avec un brusque da. Son visage devint encore plus pâle en écoutant. Monsieur, dit-il en raccrochant, votre mère est en bas. Elle demande une réunion immédiate. Ma mère ne vient jamais au bureau. Elle le fait aujourd'hui. Anastasia Volkov entra dans le bureau comme une reine inspectant un champ de bataille. Elle était parfaitement coiffée, parfaitement habillée, et parfaitement composée, tout ce que Nicolas essayait toujours d'être, et tout ce dont Elena ne s'était jamais souciée. Nicolas, chéri, dit-elle en embrassant sa joue. Mellele Rivera. L'acknowledgement était glacial. Mère, si tu es ici pour te réjouir. Je suis ici parce que ton père a des douleurs thoraciques et demande à te voir, Nikolai Serrai dit. C'est grave? Assez grave pour que les médecins veuillent le transférer en soins intensifs, mais il refuse d'y aller tant qu'il n'aura pas parlé à vous deux. Elena sentit le sang se retirer de son visage. Nous deux? Il a spécifiquement requis la présence de Mademoiselle Rivera. Quelque chose à propos d'une affaire inachevée. Nicolas attrapait déjà sa veste. Nous devons y aller maintenant. Nicolas, dit Elena doucement, peut être que je devrais rester ici. Gérer les médias. Te laisser gérer ta famille. Non. Sa voix était ferme. Nous sommes dans le même bateau. Peu importe ce que mon père a fait, quel jeu il joue, nous l'affrontons ensemble. Alors qu'il se précipitait vers l'ascenseur, Elena attrapa la main de Nicolas. Sommes-nous ensemble? Je veux dire. Nicolas s'arrêta, regardant leurs doigts entrelacés. Autour d'eux, le bureau bourdonnait d'une énergie de crise, téléphone sonnant, gens criant, le chaos contrôlé d'une vie qui implose. Je ne sais pas comment faire ça, dit-il doucement. Je ne sais pas comment te faire entièrement confiance. Je ne sais pas comment arrêter d'attendre que tu partes. Et je ne sais certainement pas comment te choisir au détriment de tout ce que j'ai construit. Tu n'as pas besoin de savoir comment, dit Elena. Tu dois juste vouloir essayer. Et si je ne suis pas assez courageuse, alors tu devras trouver un moyen de le devenir, parce que je tombe amoureuse de toi, Nikolai Volkov, pas de ton argent, pas de ton entreprise, pas de ton image publique parfaite. Toi, l'homme qui achète des motos parce qu'elles le rendent libre. L'homme qui prétend être fait de glace mais fond quand quelqu'un lui montre une véritable gentillesse. Les yeux de Nicolas scrutèrent son visage, comme s'il le mémorisait. Si nous faisons ça, si nous essayons vraiment et que ça ne marche pas, alors nous aurons essayé. C'est plus que ce que la plupart des gens peuvent dire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et ils entrèrent ensemble. Alors que les étages défilaient, Elena réalisa qu'ils ne descendaient pas seulement au parking. Ils s'engageaient dans ce qui viendrait ensuite, ensemble ou pas du tout. Mais d'abord, ils devaient affronter Sergei Volkov une dernière fois. Et Elena avait le pressentiment que cette conversation allait tout changer. Nicolas, dit-elle alors qu'ils atteignaient le garage,
il y a quelque chose que je dois te dire à propos de ma conversation avec ton père hier. À propos du quoi? Il sait pour nous. Les vrais nous. Il a toujours su que nos sentiments étaient réels. Nikolai s'arrêta de marcher. Quoi? Il a divulgué le contrat pour nous forcer à être dans cette situation exacte. Il voulait voir si tu choisirais la voie facile, ton entreprise, ton héritage, ta vie sûre et contrôlée, ou si tu choisirais la voie compliquée, désordonnée, magnifique d'être vraiment amoureux. Tu dis que tout ça est un test? Je dis que ton père est mourant, et il veut s'assurer que quand il sera parti, tu ne seras pas seul, même si cela signifie brûler tout ce que tu penses vouloir pour y arriver. Nicolas la fixa un long moment, digérant cette révélation. Puis, de manière inattendue, il commença à rire. Il nous manipule encore maintenant. Oui. En utilisant sa propre mort comme levier émotionnel. Oui. En nous faisant choisir entre l'amour et la sécurité. Oui. Nicolas prit son visage entre ses mains. Alors donnons-lui ce qu'il veut. Choisissons l'amour et voyons ce qui se passe. Alors qu'il roulait vers l'hôpital, aucun d'eux ne remarqua la berline noire qui suivait 3 voitures derrière ou le photographe sur le siège passager capturant chaque moment de leur réconciliation. Hôpital New York Presbyterian, aile privée. L'aile privée de l'hôpital sentait le désinfectant coûteux et les conversations chuchotées. Elena avait déjà été dans des hôpitaux, mais jamais dans un où la salle d'attente avait des œuvres d'art originales et des orchidées fraîches, où le personnel se déplaçait avec le calme révérencieux réservé à la royauté ou aux mourants. Le couloir s'étendait à l'infini devant eux, bordé de portes derrière lesquelles d'autres familles riches affrontaient leurs propres drames privés, leur propre mortalité, leur propre confrontation avec la vérité. Sergei Volkov était allongé contre des oreillers blancs immaculés, paraissant plus petit que dans le souvenir d'Elena, mais non moins redoutable. Des machines bipaient doucement autour de lui, surveillant un cœur qui avait orchestré une dernière manipulation élaborée, même s'il se préparait à cesser de battre. Sa peau avait pris la pâleur cireuse des traits malades, mais ses yeux restaient perçants, calculateurs, ne manquant rien. Ah, dit-il alors qu'ils entraient, sa voix plus rauque qu'au domaine, mais portant toujours cette autorité indéniable, mon fils et sa belle complice. Benes, Assediesbo, nous avons beaucoup à discuter, et comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas de notre côté. Nicolas resta debout, sa posture rigide de colère à peine contenue. Ses mains étaient serrées sur ses côtés, et Elena pouvait voir un muscle tressauté dans sa mâchoire. Ça en valait la peine, père? Détruire tout ce que j'ai construit pour ton expérience sociale tordue? Tout ce que tu as construit. Le rire de Sergei se transforma en une toux qui secoua tout son corps. Anastasia se précipita immédiatement à ses côtés, offrant de l'eau qu'il repoussa avec impatience. Fils, tu n'as rien construit. Tu as hérité d'un trône et tu t'y es assis parfaitement, en sécurité, seul. Ce n'est pas construire. C'est exister. Le conseil veut me destituer. Le cours de l'action a chuté de 12% depuis ce matin. Nos plus gros clients reconsidèrent leur contrat. Anderson Industries a retiré leur proposition de fusion. L'accord de Shanghai s'effondre. La voix de Nicolas devenait plus tendue à chaque révélation. 40 ans de réputation partis en un seul cycle de nouvelles. Et pourtant, te voilà, dit Sergei doucement, avec la femme que tu aimes, te battant pour quelque chose qui compte plus que les rapports de bénéfices trimestriels ou les propositions de fusion ou l'approbation de vieux messieurs en costume coûteux. Elena s'avança, incapable de rester silencieuse. Volkov, des gens sont blessés par ceci. Les employés de Nikolai ne méritent pas de perdre leur emploi à cause des jeux que vous jouez. L'entreprise survivra, interrompit Sergei, ses yeux gris intenses malgré son état affaibli. Elle a survécu à l'addiction aux jeux de mon père qui a presque fait faillite en 1953. Elle a survécu à l'implication mal avisée de mon grand-père dans le financement de la révolution russe. Elle a survécu à mes propres indiscrétions de jeunesse avec la politique radicale et des femmes inappropriées dans les années 1970. Elle survivra à un scandale de fausses relations. Mais Nicolas survivra-t-il? Demanda Elena doucement, posant une main protectrice sur son bras. Sergei l'étudia un long moment, et Elena vit quelque chose qui pouvait être de l'approbation dans son regard. Cela, Mademoiselle Rivera, dépend entièrement de ce qu'il choisira de faire ensuite, et s'il comprend enfin que certaines victoires nécessitent le courage de tout perdre d'abord. Un léger coup à la porte les interrompit, et Anastasia entra avec Mikhaïl, dont le visage était sombre avec de nouvelles mauvaises nouvelles. Il portait une tablette et plusieurs dossiers en papier, et Elena pouvait voir à son expression que la situation s'était encore détériorée. « Nikolai » dit Mikhaïl immédiatement, posant ses documents, « la réunion du conseil a été avancée, ils veulent vous voir dans 1 heure. » 1 heure? La composure de Nikolai craqua enfin, sa voix s'élevant. « Mikhaïl, j'ai besoin de plus de temps pour préparer une réponse, élaborer une stratégie, gérer les dégâts. » Il n'y a pas de stratégie, dit Sergei depuis son lit, sa voix coupant à travers la panique de Nicolas comme une lame. Il n'y a que le choix. Le choix entre la vie que tu as menée et la vie que tu pourrais avoir. Facile à dire pour toi.
Ce n'est pas toi qui es sur le point de tout perdre. Nikolai commença à faire les 100 pas, ses mouvements brusques et agités. Ce n'est pas toi dont l'œuvre de vie est sur le point d'être arrachée par un conseil d'administration qui pense que le bonheur personnel est un handicap. Ne le suis-je pas? La voix de Sergueï portait une note de tristesse authentique qui arrêta Nicolas en plein milieu de son pas. Je suis sur le point de perdre mon fils, être pour toujours, parce que j'ai passé 42 ans à lui enseigner que l'amour est une faiblesse et que la vulnérabilité est un échec, parce que je l'ai élevé à croire que la valeur d'un homme se mesure en cours d'action et en accord d'acquisition plutôt qu'en sa capacité à ouvrir son cœur à un autre être humain. Anastasia se déplaça pour se tenir à côté du lit de son mari, sa main parfaitement manucurée trouvant la sienne avec une tendresse qui surprit Elena. Pour la première fois depuis qu'Elena l'avait rencontrée, la femme plus âgée semblait véritablement émue, son masque habituel de composure aristocratique glissant pour révéler quelque chose de brut et de réel en dessous. « Ton père, dit-elle à Nicolas, sa voix inhabituellement douce, planifie cela depuis des mois, depuis que les médecins lui ont donné son pronostic. Depuis qu'il a réalisé qu'il manquait de temps pour réparer les dommages qu'il t'avait causés. Planifier quoi exactement? La voix de Nicolas était maintenant dangereuse, basse et contrôlée d'une manière qui signifiait qu'il contenait à peine sa fureur. Ta liberté, dit Sergueï simplement. Le conseil, les exigences d'héritage, la pression pour se marier, tout cela était conçu pour te forcer dans cette situation exacte. Pour te mettre dans une position où tu devrais choisir entre le chemin sûr et le chemin qui pourrait réellement mener au bonheur. Elena sentit les pièces s'assembler comme des cliquets dans une serrure. Vous vouliez que Nikolai trouve quelqu'un dont il se soucie assez pour tout risquer pour lui. Je voulais qu'il découvre que certaines choses valent plus que la valeur actionnariale. Que certaines victoires nécessitent le courage de perdre potentiellement tout ce que vous pensez vouloir pour gagner tout ce dont vous avez réellement besoin. Nicolas s'enfonça dans une chaise, passant ses mains dans ses cheveux et détruisant complètement son style parfait. Donc, tout était faux. Les préoccupations du conseil, l'exigence de mariage, la pression des investisseurs. Oh, l'exigence de mariage est réelle, dit Sergueï, sa voix s'affaiblissant mais ses yeux restant perçants. Tout comme le conservatisme du conseil concernant ta vie personnelle, tout comme leurs préoccupations concernant la planification de la succession et la stabilité, mais j'ai être encouragé leurs préoccupations concernant ton statut de célibataire, tu as manipulé ton propre conseil d'administration. J'ai être mentionné lors de plusieurs conversations informelles au cours de l'année passée qu'un homme incapable de maintenir une relation personnelle pourrait manquer de l'intelligence émotionnelle requise pour le leadership d'entreprise moderne. J'ai être partagé des recherches sur la corrélation entre la stabilité familiale et les performances commerciales. J'ai être semé des graines de doute sur ta préparation à reprendre l'héritage familial. Mikhaï s'éclaircit la gorge nerveusement, consultant sa tablette. Monsieur, il y a plus. Nous avons retracé la source de la fuite, la violation de votre contrat confidentiel. Tout le monde se tourna vers lui, et Elena sentit son estomac se nouer à son expression. Ce n'était pas votre père, continua Mikhaï, regardant directement Nikolai. La fuite venait de quelqu'un ayant accès au système de sécurité de l'immeuble de Mademoiselle Rivera. Quelqu'un qui a surveillé ses mouvements, ses communications, sa routine quotidienne pendant des semaines. Listen Jelena Siglas. Qui a ce genre d'accès? Quelqu'un avec des ressources importantes et une capacité technologique. Quelqu'un avec une vendetta personnelle et la patience d'orchestrer une opération de surveillance à long terme. Nikolai se leva brusquement, marchant vers la fenêtre qui donnait sur Central Park. Irina, ton ex-fiancé? Demanda Elena, bien que quelque chose dans son instinct connaissait déjà la réponse. Elle a toujours dit qu'elle me ferait payer pour l'avoir embarrassée. Quand j'ai rompu nos fiançailles, elle m'a dit qu'elle me détruirait comme j'avais détruit sa réputation. Je pensais qu'elle parlait socialement, professionnellement, des ragots méchants, être quelques coupes sociales stratégiques, je n'avais jamais imaginé. Elle surveillait Elena, dit Anastasia, la compréhension se faisant dans sa voix, attendant le moment parfait pour frapper. Rassemblant des informations, construisant un dossier, préparant un maximum de dégâts. Mikhaï hocha la tête sombrement, faisant défiler sa tablette. Mademoiselle Petrova est revenue à New York il y a 3 semaines, juste après que votre relation avec Mademoiselle Rivera soit devenue publique. Elle séjourne au centre. Regis sous un nom d'Emprun, Ania Kuznetsova. Mais nous avons des relevés de cartes de crédit la plaçant près de l'immeuble de Mademoiselle Rivera à plusieurs reprises. Elle a également fréquenté des cafés et des restaurants dans le quartier d'Elena, apparemment pour recueillir des informations sur sa routine. Les fausses données GPS, dit Elena, les pièces s'assemblant. Elle a cloné mon téléphone pour faire croire que je faisais le tour des médias avec l'histoire. C'est plus sophistiqué que ça, continua Mikhaï, ouvrant d'autres fichiers. Elle a fourni des informations soigneusement élaborées aux médias pendant des semaines, se positionnant comme une ancienne amante préoccupée essayant de protéger Nikolai d'une croqueuse de diamants manipulatrice. Elle est la source anonyme dans au moins 6 grands articles sur votre relation.
Elle a construit une narrative selon laquelle vous êtes une opportuniste calculatrice qui a ciblé Nicolas, spécifiquement pour sa richesse. Où est-elle maintenant? La voix de Nicolas était dangereusement calme, le genre de fureur contrôlée qu'Elena avait appris signifiait qu'il était à son plus concentré et dangereux. En bas dans le hall de l'hôpital, apparemment en attente de vous consoler après votre trahison dévastatrice, elle a donné 3 interviews au cours de la dernière heure, chacune se peignant comme la femme qui vous comprend vraiment, qui a essayé de vous avertir de la véritable nature d'Elena. La pièce devint silencieuse, à l'exception du bip doux des moniteurs de Sergueï et des sons distants de l'hôpital au-delà de leur aile privée. Eh bien, dit Sergueï finalement, une trace de son ancien humour scintillant dans ses yeux, c'est inattendu, bien que cela ajoute une certaine touche dramatique aux événements, je n'aurais pas pu l'orchestrer mieux moi-même. Ce n'est pas drôle, père. La voix de Nicolas était tranchante de stress et d'épuisement. Non, mais c'est révélateur. Tu as un choix à faire, Nicolas. Tu peux descendre, laisser Irina te consoler, accepter sa version des événements, retourner à ta vie sûre et prévisible. Le conseil approuverait. Elle vient d'une famille appropriée, comprend le monde de l'entreprise, ne te défierait jamais ni n'exigerait de croissance émotionnelle ou ne te demanderait de risquer quoi que ce soit de significatif. Oh. Ou, interrompit Nikolai, sa voix ferme, je peux me battre pour Elena. Entrer dans cette réunion du conseil en sachant que je pourrais perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé, mais gagner quelque chose d'infiniment plus précieux. Je peux choisir la réalité désordonnée, compliquée, magnifique de l'amour plutôt que la sécurité stérile d'une vie vécue entièrement dans les attentes des autres. Elena se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. Non. Tout le monde la regarda, surpris par la fermeté dans sa voix. Non, répéta-t-elle, elle, se déplaçant au centre de la pièce. Je ne serai pas le prix dans un test élaboré du caractère de Nicolas. Je ne serai pas la chose qu'il doit choisir au détriment de sa carrière, et je ne serai pas la raison pour laquelle il perd son héritage, son entreprise ou l'œuvre de sa vie. Elena, commença Nikolai, Marcel leva la main. Je suis sérieuse. C'est insensé. Ton père est littéralement en train de mourir et utilise son dernier souffle pour nous manipuler dans un grand geste romantique qui pourrait détruire ta vie. Ton ex-fiancé psychotique est en bas en train de tisser une toile de mensonges pour les médias. Le conseil d'administration veut ta tête sur un plateau, et je suis censé rester ici et te laisser tout sacrifier pour moi? Mais et si ça ne détruit pas tout? Demanda Nikolai doucement, s'approchant d'elle. Et si ça le sauve? Et si c'était exactement ce dont j'ai besoin pour enfin devenir l'homme que je suis censé être plutôt que l'homme qu'on m'a entraîné à être? Elena le regarda, vraiment le regarda. L'homme devant elle était différent du PDG contrôlé et isolé qu'elle avait rencontré au gala de charité. Ce Nicolas était désordonné, incertain, vulnérable. Ses cheveux étaient ébouriffés, sa cravate de travers, et il y avait quelque chose de brut et de désespéré dans ses yeux qui faisait mal à son cœur. Que dis-tu? Je dis que je t'aime. Les mots sortirent féroces, certains, comme une déclaration de guerre contre sa propre nature prudente, pas parce que mon père veut que je le fasse. Pas parce que c'est bon pour ma croissance personnelle, pas parce que tu m'apprends à être plus humain. Je t'aime parce que tu es assez courageuse pour tenir tête à des mondaines qui pensent qu'elles possèdent le monde. Parce que tu es assez drôle pour me faire rire, quand je n'ai pas ri depuis des années. Parce que tu vois à travers tous mes murs. Soigneusement construit la personne que je suis réellement sous tout le conditionnement d'entreprise, Nicolas. Je dis que je te choisis. Entreprise, héritage, approbation du conseil, l'ex familial, rien de tout cela ne compte si je ne t'ai pas. Rien de tout cela n'a de sens si je vais juste passer le reste de ma vie à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas, entouré de gens qui ne me connaissent pas vraiment ou ne se soucient pas de moi, au-delà de ce que je peux faire pour eux. Mais la réunion du conseil, ta carrière, tout ce pour quoi tu as travaillé, peut aller droit au diable. Le sourire de Nicolas était féroce, libre, plus authentique que n'importe quelle expression qu'elle avait vue de lui. Kills me destituent. Je créerai ma propre entreprise. J'écrirai des articles indépendants avec toi sur la corruption d'entreprise et la justice sociale. J'enseignerai l'éthique des affaires dans un collège communautaire. J'apprendrai à réparer des motos et ouvrirai un garage. Peu m'importe, tant que nous sommes ensemble. Sergueï commença à applaudir lentement depuis son lit d'hôpital, ses mains affaiblies produisant à peine un son. Ça, dit-il, sa voix empreinte de fierté et de satisfaction, c'est mon fils. C'est l'homme que j'ai élevé avant d'essayer de le transformer en machine. Anastasia essuya des larmes qu'elle n'admettrait probablement jamais avoir versées. Il était temps. Je commençais à penser que nous t'avions complètement brisé. Mikhail les regarda tous, comme s'il était entré dans un univers alternatif où tout ce qu'on lui avait appris à prioriser, les cours des actions, l'approbation du conseil, la stabilité d'entreprise, était soudain devenu secondaire face à l'émotion humaine. « Monsieur, dit-il prudemment, et mademoiselle Petrova? Et le cirque médiatique? Et la réaction du conseil? Qu'en est-il d'elle » Nicolas attira Elena dans ses bras, et elle pouvait sentir son cœur battre rapidement contre sa poitrine.
Qu'elle raconte l'histoire qu'elle veut. Que les médias écrivent les gros titres qu'ils veulent. La vérité est plus simple que toute leur narration. Je suis tombé amoureux d'une femme incroyable, qui m'a embrassé lors d'un gala de charité. Et tout le reste n'est que bruit. Même si cela te coûte tout ce que tu as construit dans ta vie, Elena est tout. La voix de Nicolas était calme mais absolue. Tout le reste n'est que ce que j'ai hérité ou accumulé. Elena est quelque chose que j'ai choisi, quelque chose pourquoi je me suis battu, quelque chose que j'ai mérité en devenant digne d'elle. Elena sentit son cœur fondre complètement et se reconstruire autour de cet homme qui avait si peur de la vulnérabilité qu'il s'était caché derrière des contrats, des murs et une armure d'entreprise pendant des années. D'accord, dit-elle doucement, tendant la main pour redresser sa cravate de travers. D'accord, mais j'ai des conditions. Tout ce que tu veux. Premièrement, nous faisons cela en tant qu'égaux. Plus de contrats, plus d'arrangements, plus de deals commerciaux déguisés en relations. Si nous sommes ensemble, nous le sommes parce que nous nous choisissons chaque jour, pas parce que c'est pratique, rentable ou attendu. D'accord. Deuxièmement, nous affrontons ce qui vient ensuite en équipe. Réunion du conseil, cirque médiatique, ex-fiancée vengeresse, drames familiaux, scandales d'entreprise, nous gérons cela ensemble. Plus question de me protéger de ton monde ou de m'exclure quand les choses se compliquent. D'accord. Troisièmement, Elena sourit, une partie de son espièglerie naturelle revenant, tu m'emmènes à nouveau sur cette moto bientôt, et cette fois, je veux apprendre à la conduire moi-même. Marché conclu. Nicolas embrassa son front, puis son nez, puis ses lèvres. Autre chose? Juste une dernière chose. Elena regarda Sergueï, qui les observait avec un mélange de satisfaction et d'épuisement dans les yeux. Nous rendrons visite à ton père tous les jours qui lui restent, non pas parce qu'il nous a manipulés pour tomber amoureux, mais parce que la famille est compliquée, désordonnée et mérite qu'on se batte pour elle, même quand ils nous rendent absolument fous avec leur manigance. Le sourire de Sergueï était rayonnant, transformant son visage émacié. Mesdemoiselles Rivera. Vous allez être un ajout redoutable à cette famille. Vous pourriez même réussir à garder Nicolas humain. M. Volkov, je pense que vous devriez savoir que je vais probablement passer les prochaines années à être furieuse contre vous pour ce stratagème élaboré, même si ça a fonctionné. Je n'en attends pas moins. La fureur signifie que vous vous souciez. L'indifférence signifierait que j'ai complètement échoué. Le téléphone de Nicolas vibra avec un message d'Isabella. Réunion du conseil dans 30 minutes. Ils veulent des réponses. Les vautours tournent. Quel est votre plan? Il est temps d'y aller, dit-il, mais il souriait comme un homme se préparant à partir au combat, enfin prêt à se battre. Que vas-tu leur dire? Demanda Elena alors qu'ils rassemblaient leurs affaires. La vérité. Que je suis tombé amoureux. Que c'est réel. Que je choisis mon bonheur personnel plutôt que leur niveau de confort. Et que tout conseil ayant un problème avec le fait que leur PDG soit authentiquement humain peut se trouver un nouveau PDG. C'est soit très courageux, soit très stupide. Avec toi, je suis prêt à risquer l'un ou l'autre. Alors qu'ils se préparaient à quitter la chambre de Sergueï, Elena entendit le vieil homme appeler faiblement. Nikolai. Ils se retournèrent, et Elena vit quelque chose passer entre père et fils qui transcendait toutes les manipulations, les jeux et les manœuvres d'entreprise. Je suis fier de toi, fils. Enfin, pour la première fois de ta vie adulte, tu fais un choix basé sur ce que tu veux. Plutôt que sur ce que tu penses devoir vouloir. La voix de Nicolas était épaisse lorsqu'il répondit « Merci, père, pour tout. Même pour les parties qui m'ont donné envie de t'étrangler. Surtout ces parties-là. Elles étaient les plus importantes. » Dans l'ascenseur descendant vers le hall principal de l'hôpital, Elena et Nicolas se tenaient main dans la main, se préparant à affronter le cirque médiatique qui les attendait. Le bâtiment autour d'eux bourdonnait de l'efficacité discrète de l'argent et du privilège, mais Elena avait l'impression qu'il descendait vers quelque chose de beaucoup plus réel et dangereux qu'une salle de conseil d'administration. « Tu sais, » dit Elena, regardant les numéros d'étage défiler, « quand je t'ai embrassé à ce gala, je n'imaginais pas que ça mènerait à de l'espionnage d'entreprise, des révélations sur un lit de mort familiale, et des ex-fiancées vengeresses avec du matériel de surveillance. Quand tu m'as embrassé à ce gala, je n'imaginais pas que je serais prêt à abandonner tout ce que je pensais vouloir pour quelque chose dont je ne savais pas avoir besoin. Et c'est quoi? Un avenir avec toi dedans. Une vie où je me réveille chaque matin et choisis d'être heureux plutôt que simplement performant. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, révélant un hall qui ressemblait à une zone de guerre médiatique, des reporters avec des caméras et des micros, des photographes avec des objectifs à longue portée, et au centre de tout cela, comme une araignée parfaitement positionnée dans une toile élaborée, Irina Petrova. Elle était magnifique, Elena devait l'admettre, grande, blonde, impeccablement habillée d'une manière qui suggérait à la fois le deuil et la disponibilité. Elle était entourée de reporters, tamponnant ses yeux avec un mouchoir tout en parlant à voix basse, inquiète, de l'état émotionnel de Nicolas et de ses craintes pour son bien-être. « Eh bien, » dit Elena, serrant la main de Nicolas, « c'est parti. Ensemble. Ensemble. » Ils sortirent de l'ascenseur et plongèrent dans le chaos,
les flashs explosant autour d'eux comme de petits soleils. Les questions fusèrent immédiatement, un barrage d'accusations et de demandes. M. Volkov, est-il vrai que votre relation était complètement fabriquée? Elena, combien avez-vous été payé pour faire semblant de l'aimer? Nicolas, un commentaire sur les allégations de mademoiselle Petrova? Mais Nikolai ne s'arrêta pas, n'hésita pas, ne ralentit même pas. Il marcha droit à travers la foule vers Irina, la main d'Elena fermement dans la sienne, son expression calme et déterminée. Irina, dit-il lorsqu'ils l'atteignirent, sa voix portant clairement à travers le chaos, j'ai entendu dire que tu avais quelque chose à dire sur ma relation. Elle se tourna vers lui avec une grâce étudiée, son expression parfaitement calibrée pour suggérer une dignité blessée et un attachement persistant. Nicolas, chéri, j'ai été tellement inquiète pour toi. Cette situation, ce n'est pas toi d'être manipulé si publiquement. Tu as raison, dit Nikolai, et Elena sentit un moment de panique avant qu'il ne continue. Ce n'est pas moi de me soucier plus de ce que les gens pensent que de ce que je veux vraiment. Ce n'est pas moi de choisir le bonheur plutôt que la réputation. Ce n'est pas moi de tomber amoureux de quelqu'un d'assez courageux pour me remettre à ma place. La parfaite composure d'Irina vacilla. Chérie, tu ne penses pas clairement. Cette femme a évidemment. Cette femme, interrompit Nicolas, sa voix portant l'autorité qui en faisait l'un des négociateurs les plus redoutés de New York, est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, et si tu as un problème avec ça, tu es libre de le discuter avec mes avocats pendant qu'ils déposent des plaintes pour harcèlement contre toi pour la surveillance illégale et l'espionnage d'entreprise que tu as conduit. La foule de reporters devint silencieuse, sentant que l'histoire changeait en temps réel. Espionnage d'entreprise? Cria l'un d'eux. Mademoiselle Petrova a effectué une surveillance illégale d'Elena pendant des semaines, dit Nikolai, sa voix claire et audible. Elle a cloné son téléphone, piraté le système de sécurité de son immeuble, et fourni de fausses informations aux médias pour tenter de détruire nos deux réputations. Tout cela, m'a-t-on dit, constitue plusieurs crimes. Le visage d'Irina blêmit. Tu ne peux rien prouver de tout ça. En fait, Mikhaï apparut au coude de Nicolas avec un timing parfait, nous le pouvons. Nous avons des preuves numériques, des images de sécurité, et des relevés financiers de tes activités de surveillance. La division des crimes informatiques du FBI est très intéressée à te parler, mais nous avons une histoire, dit Irina désespérément, son masque glissant complètement. Nous allions nous marier. Je te connais mieux que quiconque. Tu connaissais la personne que je prétendais être, dit Nicolas, et sa voix était soudain plus douce, presque triste. Mais tu n'as jamais voulu connaître la personne que je suis vraiment. Elena, si. C'est la différence. Il se tourna vers la foule de reporters, tenant toujours la main d'Elena. J'ai une déclaration, dit-il, et le hall devint complètement silencieux. Elena Rivera et moi sommes entrés dans ce qui était initialement un arrangement commercial. Cet arrangement est devenu de vrais sentiments, qui sont devenus de l'amour, qui est devenu la chose la plus importante de ma vie. Si cela fait de moi un inapte à diriger une entreprise, alors je travaille clairement pour la mauvaise entreprise. Démissionnez-vous? Cria quelqu'un. Je choisis l'amour plutôt que la peur, répondit Nicolas. Tout le reste n'est que détail. Et sur ce, il guida Elena à travers la foule et hors de l'hôpital, laissant derrière eux un hall rempli de reporters réécrivant frénétiquement leurs histoires, et une ex-fiancée, très pâle soudain, très intéressée à parler à son avocat. 3 heures plus tard, salle du conseil de Volkov Enterprises. La salle du conseil au 47e étage n'avait jamais semblé aussi intimidante. 12 des leaders commerciaux les plus puissants de New York étaient assis autour d'une table en acajou qui aurait pu servir de piste d'atterrissage, leurs expressions allant de la désapprobation à l'hostilité ouverte. Nicolas était assis en bout de table. Elena à ses côtés, tous deux portant encore les vêtements qu'ils avaient enfilés ce matin avant que le monde n'explose autour d'eux. En face d'eux, les membres du conseil semblaient assister à un enterrement, ce qui, supposa Elena, était être le cas, l'enterrement de la carrière de Nicolas. Nikolai, dit Eleanor Whitmore, la présidente du conseil et une femme qui intimidait les PDG depuis avant la naissance de Nikolai, je pense que nous savons tous pourquoi nous sommes ici. Je suppose que c'est à propos de ma vie personnelle et de son impact imaginaire sur les performances de l'entreprise. Imaginaire? Frederick Young, le membre le plus ancien du conseil, se pencha en avant. Notre cours de l'action a chuté de 15% depuis ce matin. 3 de nos principaux clients ont exprimé des inquiétudes sur la stabilité et le leadership. La fusion de Singapour est en attente en attendant un examen plus approfondi de notre gouvernance d'entreprise. Et tout cela, dit Nicolas calmement, est basé sur la fausse narrative que ma relation avec Elena était une fraude élaborée conçue pour vous manipuler, vous et nos investisseurs. Ne l'était-elle pas? La voix d'Eleanor était tranchante. Ça a commencé comme un arrangement commercial, dit Elena, prenant la parole pour la première fois depuis leur entrée dans la salle. Nicolas avait besoin de satisfaire vos exigences pour une vie personnelle stable, et j'avais besoin de sécurité financière pour poursuivre ma carrière de journaliste.
Mais les arrangements commerciaux n'impliquent généralement pas de tomber amoureux l'un de l'autre. Mais Mademoiselle Rivera, dit Frédéric, vous êtes à peine une partie objective dans cette discussion. Vous avez raison. Je suis complètement biaisé. Je suis amoureuse de votre PDG, et je pense qu'il est brillant dans ce qu'il fait. Mais je pense aussi que vous laissez tous votre inconfort face à l'authenticité émotionnelle obscurcir votre jugement sur ses capacités professionnelles. Eleanor haussa un sourcil. Authenticité émotionnelle? Nicolas a passé toute sa vie adulte à être exactement ce que vous vouliez qu'il soit, continua Elena, sentant la présence supportive de Nicolas à ses côtés. Contrôlé, prévisible, émotionnellement indisponible. Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Un PDG qui fait des choix sûrs, évite les risques, et traite l'innovation comme un gros mot. Voyez-vous, commença Frédéric, mais Elena était lancée. J'ai vu les métriques de performance de l'entreprise pour les 5 dernières années, une croissance stable, oui, mais une innovation minimale. Vous avez manqué des opportunités dans les technologies durables, l'investissement à impact social, et les marchés émergents. Parce que votre leadership était trop averse au risque pour poursuivre quoi que ce soit qui pourrait menacer les projections trimestrielles. Ce sont des décisions commerciales complexes prises par un homme qui avait peur de risquer quoi que ce soit qui pourrait menacer son image soigneusement contrôlée. Mais le Nicolas qui est tombé amoureux de moi, celui qui est prêt à risquer son héritage pour quelque chose en quoi il croit, c'est l'homme qui pourrait réellement transformer cette entreprise en quelque chose de révolutionnaire. La salle resta silencieuse, les membres du conseil ne s'attendant clairement pas à une défense basée sur la croissance émotionnelle de Nicolas se traduisant en innovation commerciale. De plus, dit Nicolas, reprenant le fil d'Elena, j'aimerais proposer quelques changements à la direction stratégique de l'entreprise. Des changements que l'ancien moi n'aurait jamais eu le courage de suggérer. Il se leva et se dirigea vers l'écran de présentation, affichant un diaporama que Mikaï avait apparemment préparé, des partenariats technologiques durables avec des nations en développement. Un fonds de responsabilité sociale d'entreprise qui consacre 10% des profits à des causes environnementales et de justice sociale. Un programme de protection des lanceurs d'alerte pour les employés qui signalent des pratiques contraires à l'éthique et une restructuration complète de la composition de notre conseil pour inclure des membres de moins de 40 ans et au moins 50% de femmes. Eleanor s'adossa à sa chaise. Vous proposez de révolutionner toute l'entreprise. Je propose de la rendre pertinente pour les 50 prochaines années au lieu des 5 prochains trimestres. Et vous pensez que votre transformation personnelle vous qualifie pour mener de tels changements? Je pense que ma volonté de tout risquer pour ce en quoi je crois prouve que je suis enfin prêt à être le leader dont cette entreprise a besoin plutôt que le leader dont vous avez été satisfait. Frédéric remua ses papiers nerveusement. Nicolas, ce sont des propositions radicales. Les actionnaires aimeront le potentiel de croissance à long terme, interrompit Elena. J'ai fait mes recherches. Les entreprises avec des politiques environnementales et sociales solides surpassent les entreprises traditionnelles de 25% en moyenne sur des périodes de 10 ans. Vous avez fait des recherches, le ton d'Eleanor était sceptique. Je suis journaliste. La recherche, c'est ce que je fais. Elena sortit sa propre tablette. Voulez-vous voir les données sur la manière dont les entreprises dirigées par des leaders émotionnellement intelligents surpassent celles menées par des PDG purement analytiques? Ou les statistiques sur les taux d'innovation dans les entreprises qui embrassent la prise de risque par rapport à celles qui privilégient la stabilité avant tout? Pendant l'heure suivante, Elena et Nicolas y présentèrent une vision de Volkov Enterprise audacieuse, innovante, et totalement différente de tout ce que l'entreprise avait jamais tenté. Ils parlèrent de partenariats avec des ONG environnementales, d'investissements dans des startups de technologie propre, et d'une culture d'entreprise qui privilégiait l'éthique et l'impact social aux côtés des profits. Quand ils eurent fini, la salle resta silencieuse pendant un long moment. C'est commença Eleanor, puis s'arrêta. Insensé? Suggéra Nicolas. Inspiré, terminaté, elle, surprenant tout le monde. Complètement insensé, mais inspiré. Frédéric Sepenchanavant. Vous pensez vraiment pouvoir y arriver? Je pense que la version de moi qui avait peur de risquer quoi que ce soit n'aurait jamais même essayé, dit Nicolas. Mais la version de moi qui a appris à faire confiance à ses instincts et à s'entourer de personnes qui le défient, cette version pourrait réellement réussir. Eleanor regarda autour de la table ses collègues du conseil, une sorte de communication silencieuse passant entre eux. Nicolas, dit-elle finalement, nous allons vous donner 6 mois. 6 mois pour prouver que votre nouvelle approche peut fonctionner sans détruire tout ce que nous avons construit. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, nous accepterons votre démission et trouverons quelqu'un de mieux adapté pour gérer une entreprise traditionnelle. Nicolas se leva, tendant la main à Eleanor. Marché conclu. Alors qu'il serrait la main, Elena sentit quelque chose changer dans la pièce. Ces gens ne comprenaient peu, être pas l'amour ou la croissance émotionnelle, mais ils reconnaissaient la vision et le courage quand ils les voyaient. Une dernière chose, dit Frédéric alors qu'il se préparait à partir. Malerivera. Elena se retourna. Nous aimerions vous offrir un poste, responsable des communications d'entreprise et de l'impact social. Si vous allez faire partie de la vie de Nicolas,
Autant faire partie de la transformation de l'entreprise. Elena regarda Nikolai, qui souriait comme un homme venant de découvrir qu'il pouvait voler. Je vais y réfléchir, dit-elle. Mais j'ai quelques conditions concernant l'indépendance éditoriale et la liberté d'investigation. Nous n'en attendions pas moins, dit Eleanor avec une pointe d'ironie. 6 mois plus tard, Bermonten. Elena ajusta son casque et enjamba l'arrière de la moto de Nikolai. Ils avaient fait ce voyage tous les dimanches depuis ce jour chaotique à l'hôpital, et c'était devenu leur tradition, une façon de commencer chaque semaine avec de la perspective et l'un l'autre. Mais aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, ils fêtaient. Prête ? Demanda Nicolas, sa voix étouffée par son casque. Toujours. Ils rugirent sur l'autoroute de la montagne, passant l'endroit où ils avaient d'abord admis que leurs sentiments étaient réels, passant le lieu où un photographe les avait capturés dans un moment sans garde qui changerait tout, passant le belvédère où ils avaient pris la décision de se battre l'un pour l'autre, peu importe le coup. Au sommet, ils s'assirent sur le rafleurement habituel, partageant du café d'un thermos et le silence confortable de 2 personnes qui avaient appris à se faire entièrement confiance. Des regrets ? Demanda Elena, comme elle le faisait chaque semaine. À propos de quitter Volkov Enterprise, de lancer notre propre cabinet de conseil, de la manipulation de mon père ? Nicolas réfléchit, regardant la vallée de l'Hudson, pas un seul. Le conseil avait finalement voté pour destituer Nicolas de son poste de PDG après 3 mois, non pas parce que ses innovations ne fonctionnaient pas, mais parce qu'ils avaient décidé qu'ils préféraient la prévisibilité d'un leadership traditionnel. La réponse de Nicolas avait été de les remercier pour le package de départ et de lancer immédiatement sa propre entreprise spécialisée dans la transformation d'affaires durables. Elena l'avait rejoint, apportant ses compétences d'investigation et son expérience en justice sociale pour aider les entreprises à naviguer dans le monde complexe des pratiques commerciales éthiques. Leur premier client avait été une start-up d'énergie renouvelable ayant besoin d'aide pour scaler ses opérations. Leur 10e client avait été Volkov Enterprise, désormais en difficulté sous un leadership traditionnel et ayant désespérément besoin des approches innovantes qu'ils avaient rejetées. « J'ai quelque chose pour toi », dit Nicolas, sortant une petite boîte en velours de sa poche de veste. Le souffle d'Elena se coupa. « Nicolas, ce n'est pas ce que tu penses. Je veux dire, ce n'est pas une bague de fiançailles. Nous l'avons déjà fait il y a 3 mois quand tu m'as demandé en mariage à cet endroit précis. » Elena rit, se souvenant de ce matin où elle s'était tellement frustrée par ses planifications prudentes et son évaluation des risques qu'elle avait fini par lui demander de l'épouser elle-même. « C'est une bague de promesse, dit-il, ouvrant la boîte pour révéler un simple anneau en argent avec une petite inscription à l'intérieur, partenaire dans le crime. Une promesse que quelles que soient les aventures dans lesquelles nous nous retrouvons, fausses relations, vraies relations, scandales d'entreprise, drames familiaux, ex-fiancées vengeresses, révolte du conseil, start-up, nous les affrontons ensemble. » Elena glissa la bague à sa main droite, où elle capta la lumière du matin, partenaire dans le crime. Partenaire dans tout. Sergei était décédé paisiblement dans son sommeil 2 mois après leur confrontation à l'hôpital, mais pas avant d'avoir vu l'annonce des fiançailles de Nicolas et Elena dans le Times. Ces funérailles avaient été suivies par la moitié de l'élite de Manhattan, et tous les employés de la nouvelle entreprise de Nicolas. Dans son testament, il leur avait laissé la maison dans les Hamptons et une lettre exprimant sa satisfaction face aux résultats de sa dernière manipulation. Irina Petrova avait été arrêtée pour espionnage d'entreprise et condamnée à 2 ans de probation et de service communautaire. Elle avait disparu à Moscou, mais pas avant que les médias n'aient complètement détruit sa réputation pour avoir orchestré une telle tromperie élaborée. Alors qu'ils se préparaient à redescendre la montagne, le téléphone d'Elena vibra avec un message de leur dernier client. Une histoire majeure éclate sur la corruption dans les prix pharmaceutiques. Voulez-vous enquêter ensemble tout en aidant notre client à développer des alternatives éthiques ? Elena montra le message à Nicolas, qui sourit. Prête pour une autre aventure, partenaire ? Avec toi ? Toujours. Ils remontèrent sur la moto et rugirent vers la ville, vers l'histoire qui attendait d'être découverte, vers leur petite, mais croissante entreprise qui prouvait lentement que les affaires pouvaient être à la fois rentables et éthiques, vers un avenir rempli de possibilités qu'ils étaient assez courageux pour explorer ensemble. Derrière eux, la montagne se dressait, éternelle et immuable, en témoin de la transformation de 2 personnes qui avaient appris que la chose la plus dangereuse que vous puissiez faire est d'ouvrir votre cœur à quelqu'un qui pourrait réellement le mériter. Et que parfois, les victoires les plus belles sont celles qui exigent de perdre tout ce que vous pensiez vouloir pour gagner tout ce dont vous avez réellement besoin. Fin.